On poursuit avec Richard Ouellette, professeur titulaire de droit international économique à l'Université Laval. Bonsoir, M. Ouellette. Bonsoir. Alors, les choses changent tellement rapidement. Aujourd'hui, on nous a dit les tarifs douaniers dits réciproques seront suspendus. Là, par la suite, c'est maintenu. Alors, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Qu'est-ce qui arrive avec ces tarifs-là? Alors, les tarifs, pour l'instant, demeurent là parce que la Cour d'appel qui s'est prononcée cet après-midi a dit qu'on suspendait le jugement d'hier. Alors, quand la Cour d'appel entendra sur le fond les choses, là, elle tranchera et elle nous dira si les tarifs sont maintenus ou pas. Mais par la suite, il faudra aussi voir, comme vous l'évoquiez avec Marie-Isabelle Rochon, est-ce qu'on ne va pas aller en Cour suprême des États-Unis, ce qui supposerait encore de l'incertitude et des délais? Oui, clairement, c'est pas réglé, là. Mais si on vous demande de spéculer un peu, là, comment est-ce que vous qualifiez les chances de l'administration Trump de gagner ce combat-là, de convaincre la Cour suprême que le président a toute la latitude pour protéger l'économie américaine en utilisant justement les tarifs et l'urgence nationale? Tout à fait. Alors, pour avoir étudié la décision, je l'ai lu, je l'ai parcouru, je l'ai étudié, analysé. La Cour dit trois choses essentiellement. Ce qu'elle dit, c'est que le président ne s'est pas attaqué à quelque chose qui s'appelle une urgence nationale. Deuxièmement, il dit, même si ça avait été une urgence nationale, vous ne pouviez pas le faire par le biais de tarifs. Vous auriez dû le faire en vous attaquant directement à ce qui est l'urgence et non pas essayer de vous donner un levier de négociation auprès des pays avec lesquels vous voulez négocier. Et troisièmement, la Cour nous dit, si ça avait été une urgence nationale, si vous aviez utilisé des tarifs, il aurait fallu le faire de façon modérée en gardant à l'esprit que les tarifs et le commerce, ça relève au premier chef du Congrès et non pas de vous. Je commence à trouver que ça fait une pente raide un peu à remonter là, devant le tribunal. Je croirais que ce jugement assez solide va tenir le coup devant une cour d'appel, mais j'hésite toujours à faire des prédictions. Maintenant, aux États-Unis, les choses sont bien imprévisibles depuis quelques années. À qui le dites-vous, effectivement? On ne sait pas trop quel chemin ça va prendre, clairement. Oui. Est-ce qu'il y a quand même, pour Donald Trump, parce que c'est au cœur là, de son programme, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il l'a dit plusieurs fois, les tarifs, c'est le plus beau mot du dictionnaire, il ne jure que par ça. C'est vraiment au cœur de sa stratégie économique. Est-ce qu'il peut trouver d'autres manières de les déployer? Malheureusement, oui. Alors, comme vous l'avez évoqué également tout à l'heure avec votre collègue, il y a des tarifs qui sont maintenus. Oui. Alors, ce sont les tarifs qui sont imposés en vertu de ce qu'on appelle le Trade Expansion Act, qui est une vieille loi et c'est une loi qui a été utilisée à plusieurs reprises. Et là, le président a des pouvoirs pour protéger ce qu'on appelle la sécurité économique des États-Unis. C'est la sécurité nationale, mais qui a été un peu pervertie là, depuis le temps. Et donc ça, le président va pouvoir continuer d'utiliser ces pouvoirs-là. Il pourra peut-être le faire et étendre par d'autres décrets là, les tarifs qu'il aurait du mal à appliquer autrement. Il y a aussi dans l'arsenal américain d'autres lois là, qui sont peut-être un peu moins connues et que le président pourrait peut-être utiliser. OK. La Maison-Blanche dit que les négociations se poursuivent là, avec plusieurs pays. On nous dit presque à chaque jour, il y a des ententes qui s'en viennent avec plusieurs de nos partenaires. Ça sert à quoi si des tarifs réciproques finissent par être invalidés, M. Ouellette? Bien, ce que le président des États-Unis veut faire, c'est avoir des accords au maximum avec un grand nombre de pays pour essayer de créer des alliances. Il veut un peu réisoler la Chine pour que l'économie américaine soit la great, soit la première du monde. Et donc, il a besoin pour ça de stimuler un peu l'économie américaine. Avec nous, avec le Canada, par exemple, il veut notre énergie, il veut nos ressources naturelles, il veut notre acier, notre aluminium, nos minéraux critiques. Il les veut à bon prix. Et donc, de ce point de vue-là, il a besoin de renégocier. Il veut le faire aussi avec un grand nombre de pays parce qu'il veut avoir un maximum d'influence sur l'économie mondiale en essayant de faire de la Chine l'économie qui va rester la deuxième. Mais pour ça, il va falloir qu'il baisse le ton parce que s'il est constamment dans un climat de confrontation avec tout le monde, il n'arrivera pas à grand-chose. OK. Par rapport au Canada, vous me disiez, bon, évidemment, les tarifs sur l'acier, l'aluminium, l'auto en particulier, ça reste. Oui. Ce qui est là où est le point d'interrogation à moyen terme, c'est pour les tarifs réciproques. Ça touche quoi, là, comme produits canadiens et à l'inverse, la riposte canadienne? Quels sont les produits canadiens qui sont touchés par ça en ce moment? C'est-à-dire que les tarifs que Donald Trump appelait les tarifs réciproques, ça ne touchait pas le Canada. Ce qui continue de toucher le Canada, ce sont les tarifs que vous avez évoqués, plus quelques autres qui nous touchent de façon sectorielle. Et le Canada a pris des mesures des contre-mesures contre ces tarifs-là aux États-Unis. Et ça reste quelque chose qu'on pourrait apaiser, c'est-à-dire qu'on pourrait baisser les tarifs de part et d'autre. Ça, il y a une négociation qui pourrait se faire à court terme entre le Canada et les États-Unis pour diminuer ces tensions-là.
Et s'ajoute à ça l'autre couche, c'est-à-dire celle de la renégociation de l'ACEUM, qui est prévue techniquement pour juillet 2026, que Donald Trump veut peut-être devancer et que nous, à mon point de vue, nous avons avantage à faire le plus tard possible, le plus proche possible des élections de mi-mandat aux États-Unis. OK. Donc, à votre avis, il ne serait pas utile de profiter de cette période-ci où Donald Trump, sa position semble affaiblie puisqu'il est critiqué par les tribunaux américains. Ce ne serait pas avisé d'en profiter maintenant pour négocier le plus rapidement possible? Bien, je suis d'avis qu'il faut continuer de miner la crédibilité de l'administration présidentielle en matière de commerce. On a vu là, les choses commencent à sortir. On a vu l'acronyme TACO. Là, oui, Trump, expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est ça? C'est Trump always chickens out. Ce que ça veut dire, c'est que Donald Trump rétropédale toujours quand il applique des tarifs. Alors, il a rétropédalé ou il a pris des pauses quand est venu le temps d'appliquer les tarifs sur le fentanyl. Il l'a fait sur les tarifs réciproques. Il l'a fait aussi quand il est entré en grande tension avec la Chine. Et là, il va probablement être obligé de le faire avec la décision de la Cour. Ça fait 4 fois, donc, malgré sa grande détermination, il rétropédale sur ce qu'il applique comme tarif. Et on dit donc chickens out, puis ça donne rien, ça ne fait que créer de l'incertitude. Puis pour l'instant, les résultats sur l'économie américaine ne sont pas là. Alors, plus sa crédibilité sera minée, puis plus il se fera un peu des adversaires de la part d'autres pays, plus le Canada sera bien placé là, pour renégocier son propre accord. OK. Donc, ça reste à voir d'ici quelques mois dans ce cas. En terminant, M. Ouellette, le Bloc québécois, on le disait, revient à la charge aujourd'hui avec son projet de loi pour protéger la gestion de l'offre. On veut éviter que dans le cas de nouvelles négociations commerciales, il y ait de nouvelles brèches. Le premier ministre Carney dit qu'il compte bien ne jamais offrir de concessions dans ce cadre de négociation. Est-ce que vous pensez que ça permettra de cimenter la protection de la gestion de l'offre? Il faut voir. On a souvent dit qu'on protégeait la gestion de l'offre. On l'a dit dans les négociations avec l'Europe pour la ECG. On l'a dit quand on a négocié l'ACEUM. Mais dans chacun des deux cas, on a concédé des contingents, c'est-à-dire des quantités de produits qu'on laisse entrer, tout en protégeant le principe de la gestion de l'offre. Il y a une part de marché qu'on concédait. On a concédé pour 16 000 tonnes de fromage à l'Europe dans le cadre de la ECG et on a concédé 3 du marché intérieur de consommation du lait dans le cas de l'ACEUM. Alors, est-ce que protéger la gestion de l'offre, c'est protéger le principe ou c'est protéger vraiment chaque part de marché? C'est là que ça se joue. Oui, question en suspens, donc, pour l'instant. Merci beaucoup, M. Ouellette, pour vos lumières. Avec plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.